Sardoche nous parle d'immigration, d'expatriation. Sardoche sait qui sont les bons et les mauvais immigrés. Il se met même dans le groupe des bons immigrés, évidemment. Sardoche, figurez-vous, va nous raconter absolument n'importe quoi sur ce sujet, qui est un sujet très intéressant, c'est-à-dire c'est quoi l'immigration? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a des bons et des mauvais immigrés? Comment on les trie? Sur quels critères? Est-ce qu'on mesure leur nez, etc. On va vraiment se poser des questions passionnantes grâce à notre camarade Sardoche, qui n'est peut-être pas tant un camarade que ça, on va en parler juste après. Chris, es-tu prêt à parler immigration en regardant ce que Sardoche a à nous dire dessus? Bah déjà moi je suis content de découvrir Sardoche parce que je ne sais pas qui c'est. J'ai dû le voir parce qu'il y a un mème Sardoche. Il y a beaucoup, beaucoup de mêmes D'accord, Sardoche. voilà c'est ça. Il y a le fameux Sardoche. «c'était sûr» en fait, très rapidement parce qu'il est possible que dans le public de La Patte du Team, il y ait des gens qui ne connaissent pas Sardoche. Donc je vous fais une très rapide présentation du bonhomme pour savoir d'où parle le camarade. Sardoche, c'est un homme qui doit avoir une trentaine d'années actuellement, qui a une formation classe prépa, école d'ingé, ce qui est Ah, très important. Très important pour comprendre quel va être son discours ensuite sur le travail, l'immigration, qui apporte des choses au pays dans qui l'accueille et qui n'en apporte pas, qui apporte de la plus-value et de la richesse, n'est-ce pas? En plus, il a fait sa prépa, j'ai regardé vite fait là avant de commencer, à Saint-Louis, qui est un très gros lycée hein, de classe prépa scientifique, un des plus gros lycées de France. Ensuite, il a fait une école d'ingé qu'il n'a pas terminée parce qu'après, il s'est consacré au streaming. Je crois qu'il gagne bien sa vie avec ça. C'est quelqu'un qui est très connu dans les sphères Internet. Hein. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous êtes un boomer. Voilà, je vous le dis. Chris, tu es un d'accord. boomer. Je le savais déjà mais c'est bon de le répéter quand même. Voilà. Et puis, c'est aussi, comme on le disait juste avant, c'est une usine à mème, un peu Sardoche, parce que c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup sur beaucoup de sujets, qu'il maîtrise plus ou moins bien, avec une vision du monde qui est la vision du monde de sa classe, hein, c'est-à-dire voilà, formation, grosse prépa, école d'ingé, mental d'ingénieur un peu, mais en plus derrière, il vit voilà, du streaming, il est indépendant, il est dans les classifications marxistes, ce qu'on appelle un petit bourgeois, hein, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il auto-exploite sa force de travail en indépendance et tout ça. Et donc, il a vraiment le discours politique qui va avec. C'est un droitard, hein, clairement. Bon, il a eu quelques petites polémiques, Sardoche, comme beaucoup, beaucoup de gars connus sur Internet. Notamment, il y avait une histoire où, quand il avait 24-25 ans, il avait eu des relations avec une jeune femme qui en avait 16. Bon, voilà. C'était quelque chose d'assez récurrent qu'on lui reproche hein, sur l'asymétrie de relation que ça peut représenter. Comme Eric Il avait Nolot aussi quoi. voilà, comme Éric Nolot parfaitement. Sauf que contrairement à Sardoche, Éric Nolot, lui, il a chopé en Bulgarie, l'a ramené en France, il était son prof, hein. Mais il a attendu qu'elle soit majeure, il a fait un grooming réussi, bravo Éric Nolot. Tous les hommes âgés de France qui aiment se taper des meufs qui ont la moitié de leur âge aimeraient suivre tes pas. Donc Sardoche, lui, était un petit peu plus jeune que ça quand même. Et puis, il a dit des trucs un peu bizarres sur les adolescentes, notamment une fille en manque de confiance en elle, jeune. C'est vraiment une proie trop simple, tu vois, en utilisant les mots Oula. de proie et tout. Bon. Ça, j'ai envie de dire que c'est bon, les positions de sa position aussi, hein, d'homme plutôt bourgeois, qui a accès à une certaine notoriété, etc. Bref, voilà, j'ai envie de dire, les hommes font les hommes Un dans une PB. société patriarcale. Voilà, les hommes, un PB, n'est-ce pas? Mm. Donc Sardoche ne fait pas les exceptions. Alors je crois que depuis, il a dit qu'il regrettait beaucoup, etc. Et donc il est en couple avec une femme actuellement. Et a priori, voilà, il n'y a pas de raison de penser que ça se passe différemment que dans la majorité des couples hétérosexuels, c'est-à-dire en apparence bien. Une fois que tout ça est dit, vous le savez, nous, à la Pas du Team, on aime bien vous faire cliquer sur des trucs et on sait que Sardoche, ça fait un peu cliquer et surtout, derrière, le discours, il est trop intéressant parce que vraiment, là, on va avoir un ingénieur qui nous parle d'immigration et de travail. On va pouvoir raconter des trucs intéressants dessus. On va peut-être rappeler à Sardoche que ça serait bien qu'il se renseigne un petit peu avant d'ouvrir sa bouche. Mais bon, ça, c'est le cas de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, n'est-ce pas? Particulièrement des hommes blancs ingénieurs. Donc, allons-y. Et bien sûr, pour tout notre public d'ingénieurs qui ont envie d'être des traîtres à leur classe, nous savons, notre ingénieur, comme notre prof, peut-être que toi, derrière ton écran, tu ne vas pas être aussi bête que Sardoche. Alors, mon Chris, es-tu prêt à écouter un petit peu l'avis de Sardoche? Tout à fait. Donc, let's go. Sardoche qui joue en même temps. Ce qui est bien avec ces gens-là, c'est qu'ils sont quand même assez forts. Ils arrivent à jouer à des niveaux de jeux vidéo de fou furieux. Moi, le plus haut niveau que j'ai eu, ouais, j'ai eu un petit niveau à FIFA 13. Voilà, c'était pas, c'était pas, voilà, j'ai fait quelques concours. J'étais quand même en première ligue, mais je pouvais pas en même temps faire des capsules. Hein. J'aurais pas pu faire des capsules avec toi en même temps que je joue à FIFA. Hein. Eux, ils sont Trop vraiment très compliqué. forts. Alors, Donc, je te rassure, Sardoche, je crois qu'il est très, très conscient de ses qualités intellectuelles et qu'il se trouve très intelligent. Hein. Je crois il le clame assez souvent. c'est ça. Alors, écoutons. Différence entre expatrié et immigré. L'expatrié a le choix entre tous les pays du monde parce qu'il vient d'un pays civilisé.
Et riche. Petit off. Donc, vous comprenez bien qu'avec Zoé, on a un groupe WhatsApp avec Padu, voilà. Et à un moment, je reçois ça. Et là, vous voyez, elle me dit « Sacris, faut qu'on le fasse ». Il y a 12 secondes et j'ai compris pourquoi il fallait qu'on le fasse, quoi. Voilà, ça y est, c'est OK, j'ai compris. Que Waouh. penses-tu de la notion de pays civilisé, Chris? Ah ouais, non, mais là, c'est une énorme dinguerie. Déjà, alors, il part sur une explication sortie de son cul hein, entre expatriés et immigrés qui n'a absolument aucun sens. Alors, je sais pas s'il est tellement intelligent, Sardoche, qu'il a sauté le collège-lycée pour aller directement en études d'ingénieur, tu vois. Mais c'est un truc qu'on explique la différence entre immigré et migré. C'est juste une question de point de vue. Ouais, vous êtes un immigré quand vous êtes du point de vue du pays où vous êtes, et vous êtes un émigré du point de vue du pays d'où vous êtes parti. Un Français qui va à l'étranger est expatrié ou émigré, et une personne d'un autre pays qui vient en France est immigré. Voilà. Exactement, et expatrié entre les deux, ça n'a aucun sens. Que vous soyez émigré ou immigré, vous avez quitté votre patrie, donc de fait, vous êtes expatrié, donc il n'y a pas de différence. La réalité derrière, on se le dit bien, hein, c'est que nous, les Français, quand on va dans d'autres pays, on n'a pas trop envie de se dire émigré parce que ça ressemble beaucoup à immigré, C'est d'accord? ça, encore moins Du coup, on immigré, se ouais. raconte qu'on est des expats, hein. Voilà. C'est ça, exactement. Et en plus, c'est très marrant cette idée d'expat, tu sais, genre, j'ai quand même un attachement à ma patrie, tu vois. Ce qu'on refuse aux immigrés en général. Eux, on leur dit, ce serait bien de te débarrasser de ton ancienne patrie, de ton ancienne culture, tu vois. Il n'y a aucun sens profond au mot, mais du coup, il y a un sens politique dans ces mots-là. Et effectivement, le mot immigré est vu comme plutôt quelque chose de négatif, de classe très basse, très en concurrence sur le travail, on va en parler. Voilà. Expat, c'est plutôt, voilà, c'est vrai que j'ai été amené à m'expatrier à Londres, voilà, pour le boulot, pour mon cabinet de conseil. Enfin, personne dit, c'est vrai que j'ai été amené à devenir un immigré au UK pour faire 15 000 pounds par mois chez McKinsey. Personne ne Non, parle comme ça. Chris, Voilà. ça c'est pour les Pakistanais qui travaillent dans la restauration, c'est pas pareil. C'est ça. Mais lui, il cherche un sens profond et il nous donne un truc, il nous dit expatrié, c'est quand on quitte un pays civilisé, donc riche. C'est genre, c'était pas assez. Ça Donc dure là, 1 minute 47, on va se régaler, hein, les amis. là, le suprémacisme blanc, si vous savez pas ce que c'est, là, vous l'avez. Donc, Alors, je call, je pense qu'il trouverait que tu es un gros menteur parce qu'à mon avis, dans les pays civilisés, il met la Corée du Sud et le Japon. Alors, hein? Alors, Non. tout à fait. Il y aurait une hiérarchie faite sur les races sociales par les Blancs qui place notamment les Japonais et les Coréens du Sud bien au-dessus des autres. On va aussi rappeler quand même, tu sais, on le dit souvent, mais c'est peut-être l'occasion de le rappeler, que dans le monde où le capital est devenu monde, le capitalisme est devenu monde, voilà, il n'y a qu'un seul impérialisme, qui est l'impérialisme capitaliste. Excusez-nous d'être léniniste, en fait, hein, c'est pas un effet du nationalisme, hein, le capitalisme, même si ça crée des concurrences entre nations. Même avant l'impérialisme, en fait, décrit par Lénine, il y avait des concurrences entre nations pour justement l'accaparement des richesses et la suprématie au sein même du capitalisme. Ce qui est intéressant dans le cas de la Corée du Sud et du Japon, c'est que c'est des pays qui sont des périphéries de l'impérialisme, mais des périphéries très proches et très formatées à l'impérialisme capitaliste. Ça a été, et ça c'est vraiment les points clés d'analyse impérialiste de Lénine, c'est l'export des capitaux. Après 1945, le Japon est un pays occupé, comme la Corée du Sud est un pays occupé. C'est vraiment des pays qui ont bénéficié d'énormément de capitaux américains. Le Japon aujourd'hui est la première nation après les États-Unis au niveau du baseball. Et donc effectivement, quand tu dis ils sont peut-être pas blancs, ils sont peut-être pas de centre effectivement de la blanchité, mais par rapport au reste du monde, ils sont largement dans une périphérie proche, une proche banlieue du capitalisme et de l'impérialisme. Quand vous allez en Corée du Sud, vous êtes dans un pays qui est quand même profondément marqué par le suprémacisme capitaliste, quoi. Donc pays riche, pays civilisé, donc impérialisé. Et apporte une valeur économique à ce pays, au pays dans lequel il vient. Immigré n'apporte aucune plus-value intellectuelle au pays. C'est intéressant parce qu'on passe de valeur à intellectuelle là. Ah non, de valeur économique à plus-value intellectuelle. C'est ça.
le niveau de racisme est quand même bien avancé. Donc c'est intéressant de savoir que en fait tous les pays capitalistes du monde font venir des immigrés, moi je savais pas, par pure générosité en fait, parce qu'ils n'apportent aucune valeur et aucune plus-value intellectuelle. Look for example at the obvious, immediate, practical case of illegal Mexican immigration. Now that Mexican immigration over the border is a good thing. It's a good thing for the illegal immigrants. It's a good thing for the United States. It's a good thing for the citizens of the country. But it's only good so long as it's illegal. That's an interesting paradox to think about. Make it legal, and it's no good. Why? Because as long as it's illegal, the people who come in do not qualify for welfare. They don't qualify for Social Security. They don't qualify for all the other myriads of benefits that we pour out from our left pocket into our right pocket. And so as long as they don't qualify, they migrate to jobs. They take jobs that most residents of this country are unwilling to take. They provide employers with workers of a kind they cannot get. They're hard workers, they're good workers, and they are clearly better off. Donc voilà, donc ils passent de valeur économique à plus-value intellectuelle, ce qui est complètement idiot, parce que finalement, à la fin, la division manuelle et intellectuelle ne reste que de la force de travail pour le capitalisme. Que vous soyez étudiant ingénieur, que vous partiez de Chine pour aller aux États-Unis ou vous venez de Corée pour aller aux États-Unis. Alors, c'est pas tellement aujourd'hui ceux qui attirent le plus, c'est plutôt le Canada ou ce genre de... Voilà. Mais que vous veniez amener une force de travail intellectuelle ou manuelle, à la fin, c'est pour faire de la valeur économique. Le capitalisme ne fait pas travailler en masse des gens qui soient ingénieurs, sans diplôme, etc., qui utilisent leur force de travail physique ou leur force de travail intellectuelle sans que ça crée de valeur. Parce que c'est son but, à la fin, fabriquer de la valeur économique. Donc cette distinction-là entre des gens qui n'apportent rien et des gens qui apportent quelque chose, au-delà d'être profondément raciste, elle n'a aucun sens sur le plan économique. Voilà. Et les flux ont un intérêt économique dans le capitalisme. Et d'ailleurs, Giorgia Meloni, je ne sais pas si Sardoche apprécie Giorgia Meloni, mais Giorgia Meloni s'en est rendu compte très vite, hein, cher Sardoche. C'est-à-dire qu'elle s'est fait élire, donc c'est l'extrême droite italienne, hein, elle s'est fait élire en disant « Ouais, l'immigration, c'est horrible, nanana, notre identité, il y a des gens, ils sont pas blancs, c'est terrible, ta. » Et puis en fait, très rapidement, quand elle a coupé les frontières, il y a plein de gars, des patrons de chez elle, hein, des bons capitalistes, hein, qui savent reconnaître de la plus-value, de la richesse, où est-ce qu'ils vont pouvoir la tirer, ta. Et qui sont venus lui dire Georgia, en fait, nous, on a besoin de l'immigration maghrébine, etc., pour avoir des gens qui vont trimer dans les champs comme des mères de sous-payés et tout. Et donc, elle a régularisé, je ne sais plus, 500 000 personnes, je crois, pour les faire travailler comme des forçats dans les champs en Italie. Et si tu regardes un petit peu Sardoche, notamment ce qui s'est passé pendant les mouvements sociaux des agriculteurs il n'y a pas très longtemps. Quand tu regardes la coordination rurale, syndicat d'extrême droite, alors la FNSEA est assez d'accord avec eux hein, sur ce plan-là, sur d'autres plans aussi. La coordination rurale, eux, en fait, ce qu'ils disent, c'est quand ils attaquent des gens, quand ils attaquent des choses, ils n'attaquent pas la grosse industrie agroalimentaire qui fait des marges incroyables, l'Union européenne qui leur impose des normes, etc., qu'ils ont du mal à tenir. Non, ils n'attaquent pas tout ça. Hein. Eux, ce qu'ils attaquent, c'est la MSA, c'est-à-dire la caisse de sécu, et l'inspection du travail. Et la coordination rurale a été connue pour avoir soutenu un agriculteur qui a tué 2 inspecteurs du travail parce que ça le saoulait que les mecs viennent vérifier que les gens dans leurs exploitations étaient correctement payés et que le droit du travail était respecté. Tout ça pour dire que, en fait, il y a plein de gens dans nos pays occidentaux que tu estimes civilisés, hein, j'imagine, qui ont besoin de force de travail de gens qui se font exploiter à pas cher. On a fait plusieurs émissions dessus, sur notamment la condition des ouvriers agricoles dans certains vignobles en Champagne ou de ces ouvriers marocains là dont vous aviez parlé, Chris, qui étaient logés dans des logements insalubres, payés au lance-pierre, bien en dessous du SMIC, en liquide, dans des situations quasiment d'esclavage, quoi. T'inquiète, Sardoche, il y a plein de gens qui savent très bien que le travail manuel de population extrêmement pauvre et facilement exploitable, c'est rentable, hein, t'inquiète. Exactement. Et ça fait partie des flux justement les plus importants parce que ça reste le travail de masse, l'exploitation de la force de travail physique, quoi. Ça reste là où on fait le plus d'argent, hein, parce que c'est ce qui produit le plus et qu'on paye le moins. Si Sardoche voulait faire la comparaison entre l'apport des diplômés par rapport
aux masses de travaux manuels qu'on fait, comme tu l'as dit, dans les métiers de service, dans les métiers qu'on ne peut pas délocaliser par définition, en plus, tu vois, qui ne peuvent pas être déplacés, qui doivent être faits dans les localités. C'est vraiment ce qui produit le plus de valeur économique et qu'on exploite le plus. Donc, même cette distinction qui est déjà fausse, manuelle, intellectuelle, les deux sont là pour faire de la valeur. S'ils n'en faisaient pas, ils n'existeraient pas sous le capitalisme en termes de flux. Et en plus, les gens qui n'ont que leur force de travail, qui n'ont pas de diplôme, sont ceux qui sont le plus exploités, qui fabriquent le plus de valeur. Sacré Raslar, ouais, bah écoute, je te dis des choses factuelles sans aucune... Ah, il y a des gens qui le traitent de Raslar dans son live, en fait, c'est bien, ils s'en rendent compte, c'est cool. Sans aucune méchanceté, genre vraiment... sans aucun déni ou dénigrement, je suis juste dans le factuel. Hein. Ça, c'est précis, ça. C'est précis de fou. Ça, c'est vraiment précis. Vous voyez, le pacte racial, il tient là-dessus. Il tient justement en masse là-dessus, que des gens puissent croire à ce genre de conneries en se disant non raciste, appliquer un racisme sans le savoir. C'est toujours été comme ça dans les moments les pires de l'histoire. C'est des gens qui sont persuadés d'être de bonne foi, d'être des gens bien, etc., en appliquant les pires saloperies. En fait, on se rend compte que le cynisme, le fait d'assumer d'être un homme dégueulasse pour ses contemporains, etc., c'est très rare. Et là, le pacte raciste tient profondément là-dedans. C'est-à-dire quand quelqu'un vous dit « Non, mais moi... je vous dis ça n'a rien de raciste. Pour moi, c'est du factuel, pur et dur, quoi. » Tu vois ? Et là, il dit ça, il vient de dire des trucs les plus racistes, les plus faux du monde, mais il vient de reproduire un pacte raciste qui hiérarchise les gens, qui hiérarchise soi-disant les pays avec les riches, les civilisés, les pauvres, etc. et qui hiérarchise en termes de valeur, d'apport à l'appareil économique, comme si certains apportaient plus que d'autres, alors qu'en fait, l'apport, il est fait en termes de classe. Vous voyez, c'est ce qu'on explique dans les vidéos contre Mos Majorum, là, qui fait la même chose que Sardoche, hein, et ça amène justement à la même hiérarchisation, de dire machin doit être plus payé parce que son idée vaut plus que le fait de transporter les canettes. Voilà. Cette hiérarchisation, derrière, à la fin, elle crée de la race. Parce qu'à la fin, qui c'est qu'on va mettre aux travaux les plus subalternes, les moins chers ? Ceux qui ont le moins d'habitude, qui sont nouveaux, qui sont plus corvéables, qu'on considère comme moins civilisés, plus barbares, etc. Cette hiérarchisation profonde que crée le capitalisme dans ses tâches, pour pouvoir en extirper de la valeur, elle fabrique et reproduit de la race derrière. Toi, en tant qu'expatrié, t'apporterais quoi à la Corée ? Bah, je pense que je paierais beaucoup d'impôts à la Corée, donc déjà, je leur apporterais plus que ce qu'ils m'apportent. Alors lui, là... il apporte plus avec ses impôts qu'un pays en entier, tu vois, c'est que toute une collaboration nationale, tu vois. Il y a quand même des gens qui arrivent à dire « Moi, j'apporte plus d'impôts que le pays auquel je les paye m'en apporte », ce qui n'a, je vous le dis, absolument aucun sens. En fait, moi, mes impôts ont rapporté plus que le gars qui a goudronné la route, que le mec qui a raffiné le pétrole, le mec qui l'a emmené jusqu'à l'endroit où je suis pour pouvoir me déplacer dans la bagnole dans laquelle je suis, le mec qui a construit l'aéroport pour que j'arrive, le mec qui a fait pousser les légumes que je bouffe, le mec qui, je dis le mec, c'est des meufs aussi, évidemment, c'est un terme générique. Tu vois, ça, c'est vraiment la pensée capitaliste, libéral aussi, tu vois, de penser que toi, tu peux te faire tout seul, tu vois. Moi, je me suis fait tout seul avec mon propre travail, en jouant... Parce que, en fait, Sardoche, tu vois, son histoire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il a, on va dire, un talent au départ pour... Alors, je crois qu'il fait des échecs aussi. Je crois qu'il joue pas mal aux échecs. Mais voilà, t'es très fort en jeux vidéo et tout. Et moi, je veux bien le croire. Alors, moi, je n'y connais rien dans les jeux auxquels il joue. Mais je veux bien croire qu'il soit très fort et, on va dire, beaucoup plus talentueux que la moyenne des gens qui jouent à ça. Très bien, tu vois. Mais en fait, tu ne t'es pas fait tout seul de toute façon. C'est-à-dire que tu ne pourrais pas jouer s'il n'y avait pas des mecs qui avaient pensé le jeu sur lequel tu es, des développeurs, des gens qui faisaient tourner des centrales nucléaires pour que tu aies de l'électricité, des gens qui construisent la maison dans laquelle tu es parce que jouer dehors sous la pluie, c'est pas pratique, des gens qui vont extraire les terres rares pour aller fabriquer l'ordinateur avec lequel tu joues. Bref, tu ne t'es pas fait tout seul, personne ne s'est fait tout seul, tu ne t'es pas accouché tout seul, tu ne t'es pas éduqué tout seul, tu n'as pas appris à lire tout seul, tu ne t'es pas nourri tout seul, tu ne produis pas ta bouffe. Bref, arrête quoi. Mais ça, c'est vraiment le fétichisme de la marchandise. Hein. Les gens qui découpent des rapports sociaux permanents, immanents, pour en dire cette partie-là vaut plus, cette partie-là vaut moins, etc. C'est vraiment, on est dans le capitalisme pur et dur. Et c'est intéressant que ce soit un streamer de jeux vidéo qui pense comme ça, parce que c'est vraiment des parties extrêmement périphériques aux rapports de classe, extrêmement périphériques aux rapports sociaux. Donc le niveau de fausse conscience est maximal à ce niveau-là.
Et c'est justement parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens travaillent pour assurer des besoins vitaux, la bouffe, le transport, le chauffage, le logement, etc., l'éducation, la santé, etc., etc., qu'on arrive à des niveaux de développement de société qui permettent à des gens comme ça d'exister. Et ce qui est pas, en plus, moi, si tu veux, c'est pas un problème Tant pour moi, mieux. tu vois. C'est très bien. Moi, je trouve que c'est une extrêmement bonne nouvelle que des gens puissent se divertir en regardant un mec jouer super bien aux jeux vidéo, qu'on puisse organiser des compétitions d'e-sport et tout. Mais vraiment, moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais juste, viens pas te raconter que toi, tu es le niveau supérieur de développement qui n'a rien à voir avec tout le reste, quoi. Tu Ouais. existes parce que tous les autres existent, ceux que tu méprises dans les tâches qu'ils font. Tu penses même d'ailleurs que ces tâches n'existent pas. C'est-à-dire que le mec est devenu tellement aveugle au fonctionnement de la société. Tu sais, on a des manières de tellement diviser le travail que des mecs comme Sardoche peuvent sincèrement oublier qu'il faut aller dans des mines pour qu'ils puissent jouer aux jeux vidéo, quoi. Bah exactement. On est dans l'individualisme fétichiste là et du coup il sépare, il individualise et puis après il classe quoi. Ça c'est vraiment la matrice du capitalisme et de sa valorisation et aussi de la racialisation qu'il produit quoi. Je pourrais peut-être pas. Alors, du coup, c'est marrant, mais que t'en parles parce que Twitch est le seul pays où il ne paye pas, c'est les habitants que de la Corée. Donc, en vrai, je pourrais pas travailler sur Twitch si j'étais en Corée. Il s'en rend compte en parlant, ça me fait rire. Mais en tout cas, je sais pas, imaginons demain j'émigre au Canada, je suis un immigrant canadien de France, bah genre je pense que je pense que j'apporte ouais, bah juste en payant mes impôts, j'apporte au pays, tu vois. J'apporte de la valeur financière. Ça c'est typique. Ces gens ne considèrent pas que le travail c'est de la valeur en soi. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Et ce qui est le cas hein, du capitalisme, hein. C'est le fondement de Marx justement d'avoir montré que toute la valeur vient du travail, tu vois. Eux, ils considèrent que non, la valeur, c'est de la valeur en soi, ça existe indépendamment. On la capte, on la transmet, etc. Et lui, il vient de dire, bah, des gens pauvres qui viennent travailler, ils apportent rien. Et des gens riches qui viennent payer des impôts, ils apportent beaucoup. Les gens riches qui payent des impôts, comme tu l'as bien rappelé, ont bénéficié du travail des gens qui leur ont apporté la valeur qu'ils ont dans leur compte en banque, dans leurs capitaux, tout ce que tu veux, quoi. Vraiment, il y a tout dans cette vidéo. Je comprends pourquoi tu as voulu me la faire regarder à ce point-là. T'as pas besoin de fabriquer des routes dans les pays dans lesquels t'habites pour dire j'ai apporté au pays, tu vois. Concrètement, malheureusement, fabriquer la route, c'est un coût. Fabriquer la route, c'est un coût. Ça produit pas de valeur, une route. Si la Chine, qui est en croissance économique de zinzin, investit une part tellement importante de son PIB dans les infrastructures, les routes et tout, ça n'a rien à voir avec le fait que ça va permettre de produire de la valeur derrière. Ça n'a rien à voir, évidemment, quoi. Et c'est marrant, tu vois qu'on est dans une phase du capitalisme néolibéral, là, dans la pensée de Sardoche, parce que, tu vois, au début du XXe siècle, justement, tu sais, tu justifiais la colonisation en disant non, mais quand même, on leur a apporté les routes, quoi. Alors bon, c'est toujours très marrant de dire on leur a apporté la route parce que qui a construit la route? C'était les gentils colons en Algérie, qui c'était les colons l'exploitait, français. quoi. Tu vois, c'est pour faire passer qui dessus, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Bref. Mais tu vois, la route, c'est un coût. Mais Sardoche, si tu vas au Canada, c'est parce qu'il y a des routes. Si tu vas au Canada, d'accord, et j'imagine que tu vas pas aller au nord du Canada, là où il n'y a pas de connexion Internet, où il y a un habitant tous les 1000 kilomètres. À mon avis, libertarien comme il va peut-être aller avec les ours. Non, mais c'est ça, tu vas aller, j'imagine, à Vancouver ou à Montréal, enfin voilà, dans les grandes mégalopoles canadiennes, parce que justement, il y a des putains d'infrastructures qui font que tu as envie d'y aller parce que c'est cool d'y vivre. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun putain de sens. Ce qui est trop marrant, c'est que c'est un pur coup. Tu sais, comme si c'était un coup à perte. C'est des gens, du coup, à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu tellement de ressources et d'argent qu'ils se sont dit, tiens, si on produisait des trucs qui servent à rien, les routes, mais qui sont juste un coup, tu vois. Bah non, c'est un besoin, justement, des échanges. Si aujourd'hui le monde est truffé d'interconnexions, c'est justement parce que les êtres humains ont besoin d'échanges, et on parlait du capitalisme du monde, c'est son mode de régulation, enfin son mode de coordination, le marché, donc il a besoin de routes, quoi. La vérité, c'est aussi que je pense qu'il est en train de se justifier un petit peu parce que tu sais, tu as aussi des gens qui vont aller dire voilà, il y a le vrai travail et il y a le faux travail, tu vois. Et être streamer jeux vidéo, c'est pas un vrai travail. On n'est pas dans cette team-là, hein. On dit pas que c'est pas un vrai travail. On dit que c'est un travail, voilà, qui. Moi, je le dis, hein. Fonction. Moi, je le dis que c'est pas un vrai travail. Non, mais ça a une fonction de divertissement. Rigole, donc, tu vois, il fait quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Ça a une fonction de divertissement et tout. Enfin, voilà, pas de problème, tu vois. C'est comme si tu disais, footballeur professionnel, c'est pas un vrai travail parce que c'est pas construire des routes et faire une maison et tout. C'est pas ça la. Ben oui, je sais, c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Toi, tu t'en bats les couilles de regarder des mecs jouer à LoL, mais je sais que regarder des mecs jouer au ballon, t'aimes bien, tu vois. C'est essentiel, plus que les routes d'ailleurs.
Et justement, on est dans ce niveau, c'est ce que je disais juste avant, mais on Ouais, est t'as dans ce raison. niveau de développement qui nous permet en fait qu'il y ait des gens dont l'activité, ça soit ça. Nous, dans notre monde idéal, Sardoche, le but, c'est pas de te dire, en fait, toi, tu as un faux travail et le seul vrai travail, c'est de fabriquer des routes. Nous, ce qu'on est en train de dire, c'est que ton travail ne peut exister que s'il y a des mecs qui fabriquent des routes et fabriquer des routes, c'est vachement plus difficile et vachement plus pénible. Enfin, je veux dire, les métiers du TP, aller goudronner des routes, c'est vraiment des métiers extrêmement difficiles, hein. Ça fait partie des métiers où tu meurs le plus tôt, etc. Tu bosses sous 40 degrés, tu bosses sous la flotte, tu bosses sous la neige, et c'est des métiers absolument essentiels. Donc nous, ce qu'on a envie de te dire, Sardoche, c'est on va sortir de ta dichotomie débile. On va ni te dire que, comme toi, le travail intellectuel, entre guillemets, c'est vachement mieux, ou que le travail manuel, c'est vachement mieux. On va te dire, il faut qu'on se répartisse les tâches nécessaires tous ensemble. Et donc, toi, Sardoche, tu pourrais, je sais pas, streamer 4 jours par semaine. Et le 5e jour, tu vas aider à goudronner les routes. Pour que la tâche tourne et que ça soit pas toujours les mêmes mecs qui sont assis dans un fauteuil à avoir des gratifications du public, etc. Et à se faire sucer, à se raconter que machin, moi j'apporte énormément de richesse intellectuelle parce que je viens d'un pays civilisé, bla 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 bla. Mais que ça tourne en fait. Et tu serais probablement un très très bon goudronneur de route, je pense, parce qu'il paraît que tu es extrêmement talentueux. Donc moi, je n'ai aucun doute. Ce qui est marrant, c'est qu'il se précise, parce que je pense que des gens lui rappellent. Il y a quand même un truc, c'est quand les gens vont dire les maçons, ils sont plus utiles que les streamers. Il y a un fond quand même intéressant de conscientisation derrière, c'est de comprendre les nécessités matérielles et collectives. Tu sais, c'est Bien sûr. l'hommage d'Engels à Marx quand il dit bah voilà, il a compris que avant de penser, il faut se vêtir, il faut manger. Tu vois, c'est ça les conditions matérielles. Et donc il y a quand même une hiérarchie. Et ce que tu as bien expliqué. T'as dit, c'est quand même parce qu'on a réussi à plutôt très bien pourvoir ces capacités-là de manger, de se loger, de se laver, tu vois, d'avoir la santé, qu'on peut avoir des gens comme Sardoche. Donc, si effectivement tout est travail, je veux bien l'entendre, et qu'il n'y a pas d'activité, on va dire, moralement supérieure, etc., il y en a qui sont hiérarchiquement en haut de la situation en termes de privilèges. Il n'y a pas de faux et vrai, de inutile et utile dans un monde qui est, comment dire, qui fait totalité. Par contre, effectivement, si tu te dis, demain, s'il n'y a plus de footballeurs et de Sardoche, le monde tourne encore. Par contre, si demain, il n'y a plus d'éboueurs et de maçons, je ne sais pas si le monde tourne encore, tu vois. Donc, c'est aussi d'avoir se rappeler de cette hiérarchie de qui est en haut du développement des forces productives et qui fait l'infrastructure, le basique, le matériel, quoi. Et donc moi, voyant un petit peu ce que je sais de Sardoche, je me doute que par exemple Sardoche, il doit penser qu'il y a des assistés, tu vois. Tu sais qu'il y a des gens, ils sont assistés, nanana, et puis il y a des Nicolas qui payent, il y a des Sardoches qui payent, tu vois, puis il y a tous les autres qui sont assistés. Et moi, j'ai envie de lui dire, mais Sardoche, vraiment, comme ta vision du travail est complètement flinguée, tu te trompes un petit peu là-dessus. Sardoche, sans vouloir être désagréable, tu es un des plus grands assistés de ce monde, en fait. Ton activité ne peut exister que parce que toutes les autres activités existent, ce qui n'est pas le cas, comme l'a dit Chris. Hein. Sans maçon, pas de Sardoche. Sans Sardoche, plein de maçons. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Donc, tranquille sur le fait de se sentir extrêmement supérieur avec le machin, j'apporte de la richesse, etc. Tranquille. C'est la valeur économique que tu apportes en fabriquant la route. Si c'est pas toi qui la fabrique, c'est quelqu'un d'autre. Il s'en mêle un peu les passos. Mais en fait, ce qu'on vient de dire là, c'est que justement, la force du capitalisme avancé industriel, c'est que ce n'est plus l'addition des individus. C'est-à-dire que ce fétichisme dont il parle, des streamers, des autonomes, etc., c'est une conscience qui n'existe plus dans le capitalisme ultra développé, planifié. C'est qu'effectivement, ce n'est plus un à un des personnes qui apportent des choses qu'on peut mesurer. C'est l'addition des gens. Et effectivement, 1000 personnes qui travaillent conjointement pour faire une route, une entreprise de 1000 personnes pour faire des routes, vaut plus que 1000 entreprises de une personne pour faire des routes. Moi, je vous dis, demain, vous voulez faire une route, est-ce que vous préférez organiser 1000 personnes avec des gens qui vont s'occuper d'acheter le goudron, d'autres qui vont s'occuper de l'acheminer, d'autres qui vont s'occuper de l'étaler, etc. Ou alors vous vous dites, non, la route, elle va mieux marcher si en fait j'ai 1000 gars qui font chacun tout un petit peu de toute la chaîne. Moi, je vous le dis clairement, je prends la première version. Ouais. Tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vas sur la production de richesse, c'est ce qu'il dit, en gros, une route toute seule, elle sert à rien. C'est-à-dire la route, si t'as pas de véhicule à faire rouler dessus, si t'as pas de choses à transporter dessus, ça n'a aucun intérêt. Oui, mais le véhicule non plus. Et les choses à transporter non plus. Tout est connecté, en fait. Tout est ensemble. Tu ne peux pas séparer des choses qui apportent de la valeur et d'autres qui n'en apportent pas. Exactement. À part le capitaliste qui, lui, utilise ses travaux d'intérêt public pour pouvoir exporter, c'est-à-dire que là où la route, pour tout le monde, est une fin, une nécessité de se déplacer, etc., pour lui, ça n'est qu'un moyen de faire du cycle de la marchandise et d'exploiter. Donc, vraiment, cette idée de
essayer de trouver la valeur, etc., dans un tel plus qu'un tel. Enfin, c'est vraiment le fond du libéralisme, le fond de la séparation de l'humanité par la classe, par la race. Et là, il l'exprime très très bien. Ça n'a aucun sens, si ce n'est de reproduire les inégalités. L'aspect métaphorique de dire oui, mais on a fabriqué vos machins, on a fait vos trucs, c'est malheureusement un peu naïf au sens économique du terme, je pense. Culotté, mon cher Sardoche. La conclusion est énorme parce que justement, alors là, vraiment, là, on vient d'avoir 1 minute 47 de naïveté économique. Machin a de l'intellect, il a un diplôme, il a plus travaillé, donc il apporte plus. Machin, il a plus sur ce compte en banque, donc il paye plus d'impôts, donc il apporte plus. Machin n'a pas de diplôme, il est juste force de travail, il est au SMIC, voire même il est sous-payé, donc il apporte moins. Ça, c'est la naïveté de base. C'est le niveau. Je sais pas, des enfants, quoi. Et ce truc de la route, de toute façon, si c'est pas toi qui l'as construit, ça sera quelqu'un d'autre. Mais Sardoche, si c'est pas toi qui es trop fort à League of Legends, il y en aura un autre aussi. Hein. Enfin, c'est tranquille. Hein. Tu sais, dans la santé, tu sais, sur ce truc de rapporter de la richesse et tout, dans la santé, c'est un truc qu'on prend souvent, tu sais, mais la santé, ça crée pas de richesse. Mais c'est typiquement un truc de, s'il n'y a pas un système de soins correct, que tu as un enfant sur 2 qui meurt avant d'atteindre l'âge adulte, et que les gens qui travaillent, qui peuvent faire du jeu vidéo, construire des maisons, si ces gens-là... il meurt à 35 ans dès qu'il y a la moindre pneumopathie, mais du coup, ça va empêcher de faire tout le reste qui est nécessaire. Tout ça, encore une fois, est interconnecté, quoi. Mais c'est ça. D'ailleurs, c'est un truc très intéressant parce que justement, tout ce système d'équipement public, d'entreprise publique, de sécurité sociale qu'il y a en France, ça permet aussi d'avoir tout ça. Ce que ne mesurent pas les capitalistes, c'est quand ils viennent, ils se disent tiens, finalement, en fait, c'est des travailleurs qui peuvent venir facilement au travail parce que les routes sont pas trop mal entretenues, qu'on peut appeler facilement au téléphone parce qu'il y a un réseau, qui sont pas encore trop mal soignés. Donc tout ça, c'est des choses qui font qu'ils peuvent exploiter cette force de travail. Quand tout ça sera délité sous leurs mains parce qu'ils n'ont aucune vision de la totalité économique et que les gens seront plus mal soignés, plus en arrêt, les routes pourront être moins disponibles, dès qu'il y aura de la neige, on sera obligé de paralyser le pays parce qu'il n'y aura pas de société publique pour déneiger, toutes sortes de choses, tu vois. Eh ben, vous verrez, les capitaux économiques impérialistes mondiaux viendront beaucoup moins investir en France. Et pourquoi ? Pour les petites économies qu'ils ont refait quelques années avant, qui auront détruit tous les services publics et détruit tous les services de santé. Et ne pas comprendre ça, c'est typiquement une vision bourgeoise. Et une vision bourgeoise de l'économie, c'est une vision effectivement naïve. Nous, on a démonté ça. Allez voir les vidéos. On a fait un 2e cycle là, de vidéos sur Mos Majorum. Vraiment, on l'apprécie beaucoup. Mais on avait fait un premier vidéo de Mos Majorum qui essaye de parler de la valeur économique. Mais c'est vraiment typiquement ça. C'est vraiment de dire, machin, il a eu la bonne idée. Lui, du coup, il va être valorisé. Machin, il travaille pour l'idée de machin, alors lui c'est un con, donc vraiment c'est l'idée des et en enfants. Se disant que l'exemple qu'il donnait c'était mettre un distributeur de canettes, c'est plus intéressant de le mettre dans une gare que de le mettre en face d'un supermarché où tu peux acheter des canettes à moins cher. Il dit celui qui a eu l'idée de faire ça génère plus d'argent que celui qui va ravitailler le distributeur en canette. Parce que ravitailler le distributeur en canette, n'importe qui peut le faire, alors que l'idée, il faut être un génie. Et vraiment, tu as envie de dire, mais vous prenez trop pour des gens intelligents par rapport à ce que vous êtes. L'idée de mettre un distributeur de canettes dans une gare, 100% des gens qui y réfléchissent 10 minutes ont la même idée. Tranquille. 100% des gens qui vont dans les gares, quoi. Tu vois, c'est mais oui. Ni plus ni moins, quoi. Bref. Bon, voilà, ce cher Sardoche. C'est intéressant. Nous, on avait fait un thread sur l'immigration. Donc, tu vois, ça date d'avril 2023. Donc, qui était justement de montrer que, soi-disant, l'immigration ferait baisser les salaires, ou tu vois, parce que c'est des gens qui n'apportent aucune valeur, voire même qui feraient baisser la valeur. Donc, déjà, nous, ce qu'on avait dit, c'est que ça, c'est vraiment un idéalisme vu de cette naïveté. Car en fait, dans la réalité, c'est une réalité dans un stade de développement qui n'existe plus du capitalisme. C'était le cas dans la phase libérale, où tu pouvais mettre des forces de travail en concurrence et où il n'y avait pas de droit de salaire. Voilà. C'est le mécanisme d'ailleurs tendanciel de vouloir payer le moins cher possible. Je rappelle que dans tout capitaliste, dès que vous pouvez payer moins cher, vous le faites, hein. Si demain vous êtes une entreprise et qu'on vous dit au fait, je te vendais cette matière-là à tant d'euros, mais en fait, je peux te la vendre 2 fois moins cher, et que toi, tu dis pas non, mais non. Moi, je déteste ça. Je fais déjà assez de profit. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Et donc, la matière première la plus importante dans le capitalisme et dans la fabrication de valeur, ça reste la force de travail. Donc, si vous pouvez payer moins cher, effectivement, si vous pouvez mettre en concurrence, vous payez moins cher. Et donc, celui qui a le plus besoin de travailler, qui est prêt à travailler pour 1 euro pendant que d'autres sont prêts à travailler que pour 2 euros, oui, effectivement, vous le prenez.
Mais ça, c'était dans le cas de la force de travail physique, le tâcheronnage décisif dans le mode de production de l'époque. Cette phase hyper contradictoire engendrait des crises monumentales jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, parce qu'en fait, elle était complètement séparée entre la production et la consommation. Elle sous-payait des gens. Et ça, c'est, vous disiez Engels, la situation des classes laborieuses au Royaume-Uni, où vous regardez Germinal, voilà, tout le monde du 19e siècle qui a pendant 50 ans fait augmenter, tu sais ça peut-être mieux que moi, mais la hausse de la mortalité infantile, etc. Il faut savoir que la mise en place du mode de production capitaliste était chaotique. Et donc, il a fait justement augmenter la mortalité pendant 50 ans. Il a fallu, après ensuite, qu'ils se rendent compte de ce déséquilibre pour rationaliser la médecine, voilà, mais ça a été une catastrophe. Dans certaines populations ouvrières de Paris, au 19e siècle, il y avait des mortalités infantiles qui avoisinaient les 90%. Je ne sais pas si vous imaginez le délire du truc. C'était de la folie. Et ce qui est même intéressant, c'est qu'on sait aujourd'hui que même les enfants de bourgeois, en fait, mouraient aussi. Ouais, jusqu'à fin 18e siècle, en France, il y a 1 enfant sur 2 qui n'atteint pas l'âge adulte. Voilà. Donc, ils étaient obligés de régler ça. Et donc, on a justement la crise. Et ensuite, en 1945, le capitalisme est rentré dans une phase beaucoup plus technocratique, donc beaucoup plus organisée, beaucoup moins soumise au marché. Cette phase appelée Fordisme, société de consommation, avec beaucoup plus de planification, était beaucoup plus efficace et elle a permis un procès de circulation des marchandises plus large, pas simplement pour une élite, mais avec tout le monde. C'est d'où l'effet de hausse du niveau de vie, d'équipement, ce que tu viens de décrire tout à l'heure, Zoé, qui permettait aussi justement de créer une société du loisir, de faire en sorte que reproduire les conditions matérielles là où ça prenait peut-être 60 heures dans une semaine, aujourd'hui ça va en prendre que 20 ou 30 heures, tu vois. Voilà. Ainsi, les salariés producteurs sont le premier débouché de leur production, ce qui n'était pas le cas à l'époque, quoi. Une baisse générale et continue des salaires dans cette phase entraînerait une chute du capitalisme. Ça, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, l'intérêt de faire baisser les salaires en masse n'est plus possible. Demain, si vous arrêtez de payer les gens au SMIC et que vous les payez 100 €, si demain vous ne donnez plus d'argent par un miracle et que les gens au SMIC viennent quand même travailler, l'économie s'effondre. Paradoxalement, les profits vont grimper d'un coup, mais l'économie va s'effondrer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura plus de débouchés à la production. Si Sardoche se radicalise et devient un libertarien zinzin, qui demande à arrêter de payer des cotisations sociales totalement en France parce que l'URSSAF, c'est horrible. Lui, sur son chiffre d'affaires de 300 000 € par an, il y en a la moitié, ça part en impôt sur le revenu et en URSSAF et tout, et c'est terrible. Et en fait, ça libérerait totalement les forces productives. Lui, il pourrait investir son argent dans des entreprises et tout ça. Ça nécessiterait donc que les gens continuent à être mal payés et puis qu'en plus, ils aient à payer eux-mêmes leur santé, leur éducation, etc. Et donc, ils n'auront plus de thunes pour lâcher des subs Twitch à Sardoche, en fait. C'est ça que Sardoche libertarien ne comprendrait pas bien. Mais j'imagine que Sardoche n'est pas libertarien. Je ne veux pas... En tout cas, il en a tous les traits. En tout cas. Donc voilà, c'est les salariés qui sont les premiers producteurs et les premiers débouchés de la production. Donc on ne peut pas avoir cette déstabilisation que produisait le capitalisme archaïque. Le second effet de ce développement fut le développement massif du crédit pour ensuite écouler encore plus la production. Donc on voit que le Fordisme et le néolibéralisme sont un équilibre entre payer à minima pour maintenir les marges, mais aussi garder une masse de capacité de consommation, parce que le salaire, c'est pas simplement rétribuer la force du travail, c'est aussi l'accès à la consommation. Vous voyez, quand on différencie les salaires, quand on donne quelque chose à un SMIC, on dit vous n'avez le droit qu'à une toute petite partie de la consommation générale. Voilà. Quand vous êtes milliardaire, vous avez le droit à toute la consommation générale. C'est-à-dire que vous pouvez vous acheter et une bouteille d'eau, ce qu'un smicard peut faire, voilà, et un Airbus A380. Nous, avec Zoé, on essaye de s'en acheter un, là, avec l'argent de la YouTube Money. Ouais, mais c'est l'URSSAF. Là, on a un siège d'Airbus. Voilà, mais on désespère pas d'en avoir un. On sait pas trop à quoi ça va servir, parce qu'il faut que Padu passe son brevet de pilote. Mais bon, voilà. Ouais. Il a dit gna, j'ai déjà trop de diplômes à faire. Ouais, voilà. Nous, on lui a dit c'est bon, un de plus, un de moins. Mais bon, t'imagines, Sardoche, lui, il en a combien des diplômes ? Donc, il se plaint pas. Voilà. Donc, tu sais que c'était l'argument du gars qui mettait l'extrait, là. Il disait, ouais, Sardoche, qui a que son bac et tout. Ouais, ça, argument de merde aussi, argument de con. Hein. Mais bon, bref. Les gens qui ont que le bac, je les trouve très bien. Donc en fait, ils ont... et ce qui est intéressant dans la transformation, c'est aussi que, tu vois, on a bénéficié de ce qu'on explique là, de tertiarisation, d'encadrement nécessaire, justement à cette phase d'organisation. La planification, l'anticipation, ça c'est fondamental dans le travail humain, c'est aussi de montrer que avoir 4 personnes bien organisées qui anticipent ce qu'ils vont faire en tâche, plutôt que 10 personnes qui improvisent au fur et à mesure,
la route elle va être mieux faite dans la première situation. Donc effectivement, c'est là où on crée des gens avec des diplômes, etc. Voilà. Mais pour stimuler cet apprentissage de diplôme et tout, il a fallu ensuite donner des salaires plus importants. C'est là qu'en fait, on se rend compte que les sociétés occidentales se sont transformées, elles ont été plus planifiées, plus rationalisées, plus efficientes, plus collectives. Et donc, elles ont eu besoin de métiers d'ingénieurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais qu'il a fallu aussi quand même continuer d'avoir des gens qui faisaient des métiers un peu basiques, quoi. Voilà. Et c'est là où l'immigration est devenue fondamentale dans nos pays. C'est là où, par exemple, on a vu dans les années 50-60, 98% de gens qui étaient ce qu'on appelle OS, donc le plus bas niveau d'ouvrier, ouvrier spécialisé. Donc quand vous entendez OS ou ouvrier spécialisé, ça veut dire que vous faites tout le temps la même chose. Hein. C'est une façon jolie de le dire, vous êtes spécialisé, mais c'est pas... À la fin, c'est vous mettez l'écrou tout le temps au même moment, etc. Voilà. Et donc, c'est plus une concurrence entre les gens qui sont là, les natifs, parce que même ensuite... Deuxième, troisième génération, ces gens-là vont plutôt essayer de faire des diplômes, voilà, et d'avoir des métiers tertiaires. C'est en fait un besoin de force de travail, l'immigration, et c'est un besoin, comme on a dit tout à l'heure, de continuer à faire tourner le système et à produire de la valeur. Et là, on reboucle avec ce qu'on a dit avec Sardoche. Les gens qui sont immigrés, qui font les travaux les plus pénibles, les plus bas, permettent de fabriquer toute la valeur complète des sociétés occidentales. C'est un travail d'une nécessité absolue. Et d'ailleurs, je voulais juste vous montrer, ça c'est très intéressant, petit graphique via l'INSEE, via Alternative économique, je crois. Donc c'est entre le solde migratoire et la croissance, entre les années 70 et 2007. Et en fait, ce qu'on voit très intéressant ici, c'est pour vous montrer à quel point ça tire de la croissance, en fait, l'immigration. Donc ça apporte de la valeur. Je pense que même un Sardoche comprend que la croissance en PIB, c'est de la valeur pour lui, je pense, à mon avis, vu qu'il parlait d'impôts tout à l'heure. Vous voyez, quand on voit, par exemple, le solde migratoire baisser, quelques temps après, on voit la croissance baisser. Et quand à la fin, vous voyez de la demande, du solde migratoire arriver, vous allez voir de la demande, donc de la croissance, donc vous allez voir un solde migratoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous avez de la croissance de la demande, vous avez besoin de force de travail. Et donc, vous voyez, le décalage des courbes, alors, il y a des cracks, en fait. Hein. On voit bien la croissance, elle est beaucoup moins stable que les flux humains. Mais vous voyez, ce décalage de courbes, c'est-à-dire, vous voyez, hop, d'un coup, d'abord de la croissance et de la demande. Donc là, en fait, les usines, elles sont saturées. Les gens ont besoin de consommer parce qu'on fait du crédit, notamment dans les années 80, 90, tu vois, on tire la pompe à consommation. Et bien, qu'est-ce qu'il faut ? Et bien, il faut de l'immigration pour produire cette valeur-là. Et puis, quand la croissance tombe, parce que ça, c'est vraiment, vous voyez, on voit bien le chaos du capitalisme, voilà. Quand la croissance tombe, parce qu'à un moment donné, elle surproduit, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, hop ! Contrairement à ce que croient nos droitards, bah le solde migratoire, il baisse. Vous voyez, il n'est pas en montée continue, tu vois. Et il est toujours aligné avec des phases de croissance. Et là, hop, quand ça repart, quand l'économie repart, on est à 2, à 3, et bah hop, on retrouve de la force de travail. Donc en fait, vraiment, cette force de travail, ce solde migratoire, l'immigration et pas les expatriés, etc., c'est vraiment le point décisif pour fabriquer de la valeur. Donc ce que vient de dire Sardoche est faux, archi faux, de A à Z, et le meilleur moyen pour éviter que ces gens-là soient mis en concurrence, je vais vous en montrer un autre, mais un dernier graphique, vous voyez, c'est la même chose, l'évolution du nombre d'immigrés depuis 1921 en France. Donc voilà, donc c'est absolument pas monstrueux, voilà. Et ce qui est très intéressant, si on prend les phases où ça va le plus vite en fait, l'augmentation du nombre d'immigrés, vous voyez, c'est les phases où la croissance économique est très importante. Tu vois. La relance après 45, on parlait du Fordisme, a eu besoin d'énormément d'immigration, justement pendant les 30 Glorieuses. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on a des droitards qui fantasment les 30 Glorieuses, alors que c'est un des moments où on a eu besoin de plus d'immigrés, justement pour payer le confort. Le confort des Occidentaux, le fait d'avoir accès à la bagnole, le fait que les enfants ne soient plus ouvriers, mais qu'ils soient profs ou classe intermédiaire ou ingénieurs, voilà. Et donc, on voit effectivement ces phases d'accélération de l'immigration quand il y a des besoins de croissance et des cassures quand la croissance se tarit, notamment, tu vois, là, on voit une cassure avec la crise économique de 2008. Donc, tout ça est une fausseté. L'immigration sert toujours de valeur globale au capitalisme. C'est de la main-d'œuvre, c'est du marché du travail. Et considérer que ça n'a aucune valeur et que ce n'est qu'un coût, voire même que ça rentre contre l'intérêt des gens en général, c'est vraiment une catastrophe. Parfaitement. Pour terminer, mon Chris, on va relayer un petit peu une action qui est proposée par les camarades de la Marche des Solidarités qui organise le 18 décembre prochain une journée sans nous, première, deuxième, troisième génération, journée internationale des migrants
.e.s. Si on s'arrête, tout s'arrête. Ça, c'est leur slogan. Et en gros, les revendications, c'est donc d'inciter à la grève pour demander, alors dans les revendications, il y a la fin des lois, vous savez, les lois asile-immigration, Darmanin, les ordonnances Retailleau, la régularisation des sans-papiers, de tous les sans-papiers. Ce pays ne marche pas sans immigrés, donc ça c'est... on pourrait dire sans force de travail, hein, voilà. Il n'existe pas sans l'immigration et en bénéficie à tout point de vue. Ce n'est pas l'immigration qui le détruit. Ce sont les politiques menées, le racisme, l'injustice. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On l'avait dit une fois. Ça n'a jamais été, même si des fois le capitalisme met en concurrence des natifs et des non-natifs, des natifs et des immigrés. Voilà. Ce n'est jamais les immigrés qui pèsent sur les salaires à la baisse. C'est le capitalisme qui tout le temps pèse sur les salaires à la baisse. C'est le patronat et le capital qui veut réduire les salaires et qui va utiliser à un moment donné soit des chômeurs, c'est souvent plutôt le cas, soit des gens au RSA qui vont faire des tâches, soit des stagiaires, des apprentis, voilà, ou des immigrés. Donc c'est vraiment le point clé de l'exploitation et de la baisse tendancielle des salaires, c'est le capital. Hein. Ce n'est jamais la personne qui sera utilisée par ce dernier. Des gens qui se croient de gauche et qui disent on va arrêter l'immigration parce que, en fait, c'est un moyen de faire baisser les salaires ou de mettre en concurrence les travailleurs quand il n'y a pas assez de travail. Vous croyez vous attaquer à la cause, mais vous vous attaquez aux effets, quoi. C'est comme si vous attaquiez à la fièvre en croyant combattre un virus, quoi. Et vous vous attaquez aux personnes les plus précarisées et les plus vulnérables dans ce système. Hein. Enfin, c'est ça. Bravo. Et c'est surtout qu'en plus, ça n'a jamais été... Même quand Jaurès parlait de socialisme douanier, etc., ça n'a jamais été la revendication de la classe ouvrière que d'arrêter l'immigration, de fermer les frontières, etc. Justement, les revendications, elles sont là. Ça a toujours été de donner tous les droits. Voilà, donc on l'a dans l'appel d'Une journée sans nous. L'abrogation, tu l'as dit, des lois Darmanin, des circulaires Retailleau. L'égalité des droits pour tous et toutes, à l'école, au logement, à la santé, à la culture, au travail. Mais ça, on est totalement d'accord. Arrêtons de nationaliser les droits. Vous travaillez, vous êtes ici, vous bénéficiez de tous les droits, que vous parliez français, pas français, que vous soyez musulman, pas musulman, athée, sikh, hindouiste, etc. Vous apportez en tant qu'individu, qu'en tant qu'être humain, votre existence même produit de la valeur parce qu'elle participe à la collectivité. Régularisation de tous les sans-papiers, ça c'est la base d'une revendication ouvrière. Fermeture des CRA, ça va, qui sont des centres de rétention administrative, qui sont des camps de concentration, hein. Et puis lutte pour la justice sociale, la solidarité contre le racisme, contre le fascisme. C'est vraiment très important parce que ces histoires d'immigrés, etc., à la fin, tout ça c'est le prolétariat, c'est de la force de travail. Le combat des communistes, c'est de faire en sorte que tous nous participions à tout. Voilà. Le capitalisme fait en sorte que certains, ça exclut de la participation collective à la reproduction du monde dans ses intérêts. Qu'il y ait toujours plus, que Marx appelait l'armée de réserve du capital, qu'il y ait toujours plus de gens que de travail fourni, permet justement de faire cet effet d'offre et de demande pour tirer les salaires à la baisse. Et ça, clairement, c'est quelque chose qu'il faut abolir. Plus il y a de gens, et ben mieux c'est pour la collectivité, pour pouvoir se répartir le travail, travailler moins, travailler mieux, prendre le temps de bien faire les choses, prendre le temps de faire de la qualité, pas simplement de la quantité, prendre le temps de servir les besoins, etc. Le capitalisme distribue les travailleurs en fonction du travail. Le socialisme distribue le travail en fonction des travailleurs. Et il prend un exemple simple, un déménagement. Dans le capitalisme, on va essayer de faire participer le moins de personnes possible pour payer le moins possible. Alors que dans le socialisme, c'est l'inverse. On va faire travailler un maximum de personnes pour aider à déménager et répartir autant que possible le travail. Donc, si l'immigration a un effet négatif sur le salaire des travailleurs locaux, c'est seulement d'un point de vue capitalistique et non d'un point de vue anticapitaliste. Donc, utiliser le concept marxiste de l'armée de réserve du capital pour critiquer l'immigration est un non-sens. Cette journée, elle est décisive parce qu'elle cristallise le point raciste de toutes les politiques qu'on vit là-dessus et la focalisation sur le racisme, mais plus généralement, elle focalise aussi la nécessité du travail, des travailleurs, du prolétariat et encore plus du prolétariat racisé immigré qui est le plus exploité, le plus violenté dans le système capitaliste. Il y a aussi un site, vous pouvez signer l'appel, soutenir financièrement, on mettra le site en description. Une journée sans école, une journée sans commerce, une journée en grève. Il y a un kit de communication, donc vraiment soutenez, soyez là, relayez. Nous, on va le faire avec la brèche. Pour moi, c'est une lutte vraiment décisive parce qu'il y a tout dedans. Le capitalisme, la race, le genre, le suprémacisme, comme on a dit tout à l'heure, l'impérialisme. Donc vraiment, c'est vraiment un moyen de faire de la conscientisation autour de tous ces problèmes-là.
dont Sardoche a dit que c'était naïf, mais je pense qu'en fait il y a des degrés, il y a des levels comme on dit dans le monde de jeux vidéo qu'il n'a pas encore atteint. Donc nous appelons Sardoche à ne relationner qu'avec des personnes qui ont à peu près son âge et à rejoindre la marche des solidarités le 18 décembre pour être solidaire de ses camarades immigrés première, deuxième, troisième génération qui, contrairement à ce qu'il pensait avant, mais maintenant il a sûrement changé d'avis, ne sont pas des espèces de gens qui coûtent, qui n'apportent pas de richesse, qui n'apportent rien, alors que lui, avec son très gros cerveau, il apporte plein de choses. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Camarade Sardoche, vraiment, nous t'invitons à prendre conscience de ce qu'est réellement le travail et l'exploitation et à devenir communiste comme nous pour arrêter de dire des grosses bêtises et vivre dans un monde où tout le monde sera beaucoup mieux. Si ce contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Insta, Twitter. Vous pouvez aller voir le dernier numéro de la revue Position Revue. Vous pouvez aller voir le dernier entretien sorti sur la chaîne On ne veut plus avec Johan du Canard Réfractaire qui nous parle d'organisation, de mobilisation, des luttes sociales et il y en aura bientôt d'autres. Vous pouvez aussi nous rejoindre le 11 novembre pour la marche pour la paix. Départ à 14h, gare Port-Royal à Paris dans le 5e pour aller vers le ministère des Armées à l'appel de plein d'organisations, l'URC-LJC, la FSE, LJR, JR, Sud étudiants, plein d'autres. Allez voir l'appel de la marche pour la paix contre les guerres de l'Union européenne et de l'OTAN et contre l'économie de guerre de Macron. Vous pouvez, si vous souhaitez soutenir notre asso, le faire sur le Tipeee qui est en barre de description. Et sur ce, on vous dit à plus tout le monde. Salut. Salut à tous. Salut.